L'idée de Casper, elle est née il y a quelques années dans la communauté d'Ethereum. Et aujourd'hui, c'est une blockchain de layer 1 à part entière qui vise à l'adoption de masse. Dans quelques instants, je vais avoir le plaisir d'interviewer Ralph Kubli, qui est un des board members de Casper Association. Bienvenue sur CoinStation. Donc, je suis actuellement en présence de Ralph Kubli, qui est board member chez Casper. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce qu'est Casper et aussi qui es-tu et quel est ton rôle chez Casper Association? Merci Léo, enchanté. Mon nom c'est Ralph Kubli, je suis sur le board de Casper Association. C'est l'association en fait qui est en charge de gérer le open source nature protocole de Casper. Moi personnellement, je suis dans l'espace depuis 2016. Avant, j'étais dans des grandes entreprises plutôt. Mais en fait, j'ai codé du HTML en 94 jusqu'à 96. Okay. Alors, je me suis lancé encore une fois en 2016 ou 15 dans un espace technologique très innovatrice. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots Casper, son rôle en tant que blockchain? Casper, en fait, a été fondé par Medha Parlikar et Mrinal Manohar. Et vraiment, la philosophie de Casper est de donner aux développeurs les outils, les meilleurs outils pour bâtir sur une chaîne blockchain, sur une blockchain. C'est notre philosophie en termes de ce qui s'appelle Enterprise Grade, mais c'est important de vraiment comprendre que ce n'est pas juste pour des entreprises. C'est vraiment de donner des outils à tout le monde, à tous les développeurs, dans l'univers des développeurs en fait, pour déclencher des projets sur une blockchain Casper. Donc maintenant, on va rentrer dans les questions un peu plus détaillées sur Casper. La première, c'est au niveau des tokenomics. Donc la question, c'est, il n'y a désormais plus de coins en vesting. C'est donc une bonne nouvelle, car il y aura moins de pression vendeuse pour le CSPR, donc qui est le coin de la blockchain Casper. Est-ce que les tokenomics vont permettre de rééquilibrer la donne et faire grimper progressivement le prix du coin? Merci. En fait, c'est vrai, le vesting a terminé. La période de vesting, c'est une bonne nouvelle. La communauté de Casper est extrêmement convaincue et pour la technologie. On se voit ça en termes de la proportion des tokens qui sont stakés, en fait. C'est toujours plus de 75-70%. Alors vraiment, la communauté croit en fait au projet de Casper. Et bien sûr, la valeur d'une chaîne, c'est toujours la fonction de l'utilisation de la chaîne et de la technologie, de la confiance de tous les utilisateurs. Quand on voit quel genre de projets sont en train de se lancer ou qui sont en train de développer sur Casper, on doit vraiment s'attenir que, on peut voir qu'en fait, il y aura beaucoup de transactions et aussi d'activités sur la chaîne qui vont donner un peu de valeur sur la chaîne. Ok, merci. Donc, ma deuxième question, c'est, donc, toujours en rapport avec les tokenomics, quelle est l'inflation de Casper et souhaitez-vous devenir un coin déflationniste comme Ethereum après The Merge? Bon, en fait, pour le moment, on ne change pas l'économie telle qu'elle. Bien sûr, on s'attend à des applications qui sont, en fait, qui vont être lancées. Peut-être dans le futur, il va y avoir des raisons pour changer le tokenomics. Pour le moment, c'est en fait dans la chaîne et c'est fixé, bien sûr, c'est immutable. Ce qui est important à comprendre, c'est quand même que la technologie s'évolue assez vite et on verra ce que va dire. Il faut voir que la technologie se développe assez vite. Alors, on verra quel genre d'applications qui vont être lancées, puis peut-être il va y avoir une raison pour changer le tokenomics. Mais du coup, tu as répondu partiellement à ma question. La question, c'était quel était le taux d'inflation? Est-ce que tu l'as précisément? Ouais. Oui, bien sûr. Le taux d'inflation, c'est 8% pour le moment. Ok, très bien. Cool. Merci. Et du coup, donc vous avez, pour l'instant, vous le laissez à 8 et vous verrez plus tard si vous voulez changer les tokenomics, mais pour l'instant, c'est ancré dans le blockchain et c'est comme ça. C'est ça. Okay. C'est aussi important de comprendre
que Casper est vraiment décentralisé. C'est très simple à rejoindre le réseau, c'est très simple à commencer avec une opération de nœud. Alors là, nous, je pense qu'on se distingue en termes de plateforme de contrat intelligent qui est vraiment décentralisé. Ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres réseaux. Okay. Et donc pour rebondir sur ta question, quand tu dis décentralisé, en quoi Casper est plus décentralisé que les autres blockchains? Bon, on n'a pas vraiment premièrement, il faut 2/3 de tous les validateurs pour accepter des changes dans le réseau. L'association et aussi Casper Labs qui est un fournisseur de technologies qui produisent des technologies open source pour Casper. On ne contrôle pas de validateur, on ne contrôle pas les nœuds, on n'a même pas les nœuds nous-mêmes. Alors, ça, c'est vraiment une philosophie différente en comparaison avec d'autres réseaux. Et maintenant, on va parler donc de Casper et plus particulièrement de Casper 2.0. Donc ma question, c'est qu'est-ce que Casper 2.0 et qu'est-ce que ça va changer en fait dans l'écosystème Casper, cette mise à jour? Merci. Peut-être premièrement, on parle un peu qu'est-ce que c'est Casper, la philosophie technologique. C'est modulaire et évolutif. Ça, c'est les deux modules qui sont vraiment importants pour nous. Avec 1.5, en fait, dans les prochaines semaines, on va lancer des fonctionnalités qui sont très uniques dans l'espace blockchain. Premièrement, on va lancer une fonction qui s'appelle Speculative Execution. Alors, ça veut dire qu'un contrat peut être testé contre le mainnet. Alors, on peut tester en fait qu'est-ce qu'on est en train de programmer contre le mainnet, pas seulement dans un testnet. L'autre aspect, c'est que ça va être beaucoup plus simple de commencer avec une node et de rejoindre le réseau. Alors, ça va donner plus de sécurité et aussi plus de décentralisation dans notre perspective. Et puis, en termes de... Alors là, on s'est lancé déjà dans 2.0. C'est pas vraiment un Big Bang, c'est plutôt une évolution en stage. Et puis 2.0, ou la prochaine étape après 1.5, ça serait vraiment notre nouveau protocole de consensus mécanisme de consensus, qui est déjà nommé, c'est Zug, comme la ville de Zug. Et puis on verra, ça va être lancé et testé dans les premiers mois dans l'année 23. D'accord. Ok. Et juste, donc, tu parlais de la décentralisation et de pouvoir plus facilement rejoindre le réseau, enfin de créer un nœud. Combien est-ce qu'il y a de nœuds actuellement dans le réseau Casper? Bon, dans le réseau Casper, il y a beaucoup de gens qui ont des nœuds. Il y a seulement 100 espaces pour des validateurs pour le moment. Mais ça va être augmenté avec 2.0, peut-être avant 2.0 officiellement. Ouais. Okay. Et du coup, donc, avec 2.0, il y aura combien de nœuds au total, enfin au maximum? Le but intermédiaire, ça va être 250. D'accord. Et ma quatrième question, c'est par rapport à Ethereum, une fois qu'il y aura tous les rollups de développer dessus, le sharding, enfin que Ethereum deviendra vraiment une blockchain beaucoup plus performante qu'elle est aujourd'hui. Quelle sera la différence entre Casper et Ethereum et comment vous vous positionnez face à justement ce Ethereum qui deviendra un mastodonte un peu de rapide, etc. dans les prochaines années? Merci, c'était une bonne question. Évidemment, je pense qu'on va vivre dans une monde où il y a beaucoup de blockchains, ou plusieurs de blockchains. Pour nous, Casper, il y a quelques aspects de Casper qui sont vraiment différents de Ethereum. Premièrement, on vise une communauté de développeurs qui est beaucoup plus grande que juste Solidity. Vraiment, pour nous, le but, c'est d'avoir des outils et des environnements pour des développeurs qui sont très familiales en comparaison avec ce qui existe déjà dans le Web2 ou dans des environnements. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, on a vraiment une autre philosophie en termes de gérer des contrats, de gérer des accounts. On a un mécanisme et des possibilités de gérer des clés qui est très
très divers, c'est très différent entre Ethereum et Casper, et même entre Casper et d'autres chaînes. Ça, c'est le but pour nous qui nous donne aussi une attractivité des gens qui viennent du Web2 ou des environnements qui sont pas Solidity, en fait. En termes de CK Rollup, c'est les capacités qui sont développées sur Ethereum. Évidemment, pour nous, c'est important de vraiment utiliser du open source à la pointe de la technologie. Et moi, je fais un peu la comparaison avec Bitcoin et CK Rollups ou CK Proofs, parce que Bitcoin est le résultat de décennies d'innovation technologique. Et ça va être la même chose pour CK Rollups. Il va pas avoir, dans mon opinion, il va pas avoir un projet qui va trouver la solution super seul, parce que c'est tellement complexe. Ça va être des modules ou des petits pas d'innovation dans certaines disciplines qui vont nous donner vraiment la solution pour CK Rollups dans le futur. Et Casper déjà travaille avec des projets dans l'académie et bien sûr avec les gros projets qui sont tous open source en fait, dans CK Proofs, pour intégrer ça dans la virtual machine et zero knowledge virtual machines dans le futur chez Casper. Donc maintenant, on va parler de la communauté de Casper. Et ma question, c'est comment est-ce que vous allez faire pour créer une communauté florissante? Parce qu'il y a quand même des blockchains comme Ethereum ou Solana ou Cardano qui ont des très fortes communautés, vraiment des hardcore fans qui sont derrière ces blockchains. Voilà, quelle est un peu votre stratégie et comment vous allez mettre ça en place pour aussi vous construire une communauté sur Casper? Merci. Premièrement, on a choisi des langues de programmation qui sont beaucoup plus générales, qui sont attractives à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, bien sûr, gaming, c'est important. Là, on est en train de lancer plusieurs games. C'est pas nous, mais il y a des gens qui en fait, développent sur Casper quelques games. C'est aussi important que comme on voit, la communauté peuvent utiliser et peuvent créer des tokens sur Casper. On est en train vraiment de résoudre ça et de donner plus de fonctionnalités à des token standards à des standards pour créer des tokens sur Casper. Alors ça, c'est plusieurs actions ou c'est plusieurs initiatives qu'on a. Et bien sûr, NFT qui sont très importants en général pour l'espace. Okay. Et du coup, donc, pour rebondir justement sur les NFT, donc j'ai pu lire que vous allez créer une nouvelle norme de NFT. Donc c'est la norme CEP78. En quoi est-ce que la norme CEP78 va être différente de la norme ERC 721 ou ERC 1155? Et voilà, qu'est-ce que cette norme va apporter? Merci. Alors le standard de NFT chez Casper, on en a deux, 47 et 78, comme on a dit. Pour nous, c'est important, le 78 vraiment donne des innovations qui sont pas encore qui existent pas encore. Premièrement, on peut choisir à la création du NFT si c'est programmable ou pas. Ça veut dire si est-ce que ça peut évoluer ou ça peut pas évoluer. On peut choisir ça. On peut même changer dans le futur. Si on veut pas renverser, mais on peut le rendre immutable en fait dans le futur. Ça veut dire que la fonctionnalité du NFT est vraiment augmentée. On peut changer du metadata ou on peut en fait donner plus de fonctionnalités dans le futur sur les NFT. Ça, c'est assez révolutionnaire et très nouveau dans l'espace. Et quelle serait une application concrète justement de pouvoir modifier le NFT dans le temps? Genre, ouais, quel problème est-ce que ça va résoudre qu'un NFT classique aujourd'hui ne peut pas résoudre? Bon, il y a plusieurs aspects. Premièrement, par exemple, l'aspect de licence, propriété intellectuelle. On peut peut-être changer l'utilisation de ce qui est représenté par le NFT. Ça, dans le futur, on pourrait le faire. En fait, la création flexible ou la mutabilité ou la changeabilité du metadata venait d'un
d'une utilisation dans un cas qui s'appelle MetaCask. C'est des tonneaux, voilà, des tonneaux de whisky, en fait, qui sont représentés sur la chaîne Casper avec des NFT. Il y a aussi un marketplace, il y a un marché pour ça, de MetaCask. Et bien sûr, le whisky est dans ces tonneaux pour des décennies, en fait. Hein. Alors là, et ça change. Alors, la couleur, par exemple, change. Alors, il faut changer le NFT avec ce qui est représenté par le NFT. Hein. Ça, c'est l'idée. Ok. C'est plus clair là, d'avoir des exemples. Cool. Et du coup, donc, toujours sur les NFT, j'ai pu voir 2 collections sur Casper. La première, c'est Casper Punks et Casper Tigers. Et donc ma question, c'est quel est votre positionnement en termes de NFT et est-ce que vous souhaitez construire des communautés NFT à l'instar de CryptoPunk, Bored Ape, Azuki, enfin voilà, avoir des grosses collections avec vraiment beaucoup de gens qui vont les trader, qui vont être à fond derrière le projet. Est-ce que c'est une de vos volontés? Merci. Bien sûr, on aimerait bien donner l'infrastructure pour ces projets. Ça, c'est l'idée de l'association. Vraiment, en fait, on est en train d'augmenter le CEP 68 avec une initiative de communauté avec des gens qui ont fait des plans ou déjà construit des NFT sur Casper. Les 2 projets, certainement Casper Punks, étaient pour illustrer la capacité de Casper. Casper Tigers était plutôt dirigé vers la communauté asiatique, parce que c'est des Casper Tigers, ils sont assez chouettes. C'était un artiste chinois, en fait, qui a créé les Casper Tigers. Mais la fonction de l'association, c'est vraiment de donner l'infrastructure et les outils, pas nécessairement de créer les projets eux-mêmes. Mais c'est très... c'est très bien à voir qu'il y a des gens dans la communauté en fait, qui ont pris Casper Punks, qui vont lancer en fait Casper Punks dans le public avec d'autres itérations de Casper Punks maintenant. Alors ça va être très intéressant à voir. En général, pour nous, les NFT, ils sont très importants parce que je pense personnellement, et j'espère que ce soit le cas en fait, que des NFT, ils sont vraiment l'innovation de base pour l'économie des créateurs, des créateurs et des créatrices. C'est vraiment des creator economy, comme on dit en anglais. Ça va être superchargé par les NFT. Et moi, personnellement, je suis très passionné de vraiment donner l'infrastructure pour des personnes de n'importe quel genre de créativité. Ça pourrait être des écrivains, ça pourrait être des artistes, ça pourrait être des musiciens, d'utiliser cette technologie pour rassurer la propriété intellectuelle sur leurs biens et vraiment de monétariser dans une façon qui, avant n'était pas possible. Ouais, le fait qu'il n'y a plus d'intermédiaires, donc finalement, les artistes pourront avoir une meilleure rémunération grâce aux NFT. Enfin, ça a été le cas en fait dans toute l'année 2021 en tout cas. Donc la prochaine question, c'est sur les langages de programmation. Vous en avez 2, AssemblyScript et Rust. Et donc déjà, pourquoi avoir choisi ces langages? Et aussi, est-ce que vous pouvez peut-être donner les différences entre ces langages, donc AssemblyScript et Rust, et Solidity, qui est le langage de programmation sur Ethereum? Merci. Pour nous, c'est important à reconnaître que la communauté de développeurs est beaucoup plus gros. Et le but de Casper, c'était d'être intéressant pour beaucoup de développeurs, en fait, dans le monde. La communauté de Solidity est grande en relation dans des blockchains, en relation d'autres blockchains, bien sûr, mais en relation de tout l'univers des développeurs. Solidity, la communauté de Solidity est très petite. Alors là, il faut vraiment voir qu'on est attractif et intéressant pour le reste du monde, pour donner des opportunités de lancer une application sur des blockchains. Et Rust, c'est un langage qui est supporté par beaucoup d'institutions importantes, et nous pensons que c'est le futur. C'est une des langues de programmation qui sont extrêmement importantes dans le futur. Okay.
Et donc, juste pour préciser un peu, donc finalement, si j'ai bien compris, Solidity, c'est uniquement dans le monde de la blockchain, comme langage de programmation, mais Rust, c'est pas seulement dans la blockchain, mais aussi dans le Web 2, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui ne connaissent rien aujourd'hui à la blockchain, mais qui savent développer en Rust. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et aussi, les outils qui sont développés pour Rust vont être utilisables dans un contexte de blockchain aussi. Hein. Et c'est pas seulement Casper qui a choisi Rust. Il y a Near qui a choisi Rust. Il y a Solana qui a choisi Rust, même si peut-être la communauté est en trouble pour le moment. Mais c'est une langue qui est importante. Prochaine question, c'est sur la spécialisation de Casper. Pour pouvoir se faire une place dans l'écosystème saturé des layers 1, il y en a vraiment je sais pas, il y en a peut-être même des centaines aujourd'hui des layers 1. Donc je pense qu'il faut se spécialiser pour être reconnu en tant qu'expert dans un domaine bien précis. Donc il y en a, par exemple, je pense à Elrond qui s'est renommé en Multivers X pour se dire, nous, on va être la blockchain du métavers finalement pour se spécialiser et se faire vraiment une place dans une niche. Est-ce que vous souhaitez faire un peu ce pas-là? Est-ce que vous souhaitez vous spécialiser dans le gaming, peut-être dans la science? Voilà. Quelle est finalement votre vision sur cette spécialisation potentielle? Bon, pour nous, c'est assez clair. Casper a été conçu comme projet afin promouvoir l'utilisation d'une blockchain dans des environnements d'entreprise. D'accord. Ça, c'est vraiment l'idée clé de chez Casper. Ça veut dire qu'on aimerait bien avoir ce qui s'appelle en anglais Enterprise Grade, alors vraiment une infrastructure qui, en fait, peut être utilisée par des entreprises. Comme Hyperledger? Oui, ça se peut, mais bien sûr avec des aspects un peu plus... Bon, c'est décentralisé quand même, c'est public, c'est important de le voir, de reconnaître, hein, ça doit être public, ça doit être décentralisé, ça doit être haute performante, mais avec des outils qui sont utilisables, et bien sûr Casper, comme philosophie, devrait être intégrable dans une situation des applications existantes. Sinon, si toujours c'est très difficile à intégrer dans un contexte des applications qui existent déjà, nous, on ne croit pas que des blockchains vont être adoptées par ou des entreprises ou même des personnes qui en fait, ont des projets importants qui veulent utiliser une blockchain dans un contexte des applications qui existent déjà. Ok. Donc plutôt vous spécialisez sur le côté enterprise, donc les entreprises, et ce serait ça votre direction. Oui, mais c'est important aussi à comprendre que pensons en fait, regardons Amazon Web Services. Amazon Web Services est utilisé par tout le monde, par des petits projets, par des startups, et par des entreprises. Et c'est la même philosophie de Casper. Alors, on veut donner des outils, une infrastructure qui est intéressante à beaucoup de développeurs, à beaucoup de projets. Et ça pourrait être des entreprises qui ont fait prendre avantage de cette infrastructure, mais bien sûr aussi des startups et des projets, des développeurs individuels qui veulent avoir une infrastructure qui est performante. C'est maintenant la toute dernière question. Cette question, c'est sur la norme 20022, car elle a été mise en place il y a peu, je crois que c'est en novembre 2022, et certaines blockchains l'ont déjà adoptée. Juste peut-être pour expliquer un petit peu à ma communauté, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que c'est en fait cette norme 2022, et est-ce que ce sera quelque chose de positif ou de négatif pour les cryptos? Parce qu'en fait, la norme de 2022, c'est en lien étroit avec les monnaies numériques de banque centrale, donc on appelle MNBC en français et CBDC en anglais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, on va dire que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses négatives sur les MNBC. Mais voilà, est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose de positif, négatif, et quel est le rapport justement avec la norme 2022? Bon, pour nous, évidemment, j'espère que le monde qu'on aura dans le futur soit décentralisé. Alors,
on-chain payment channels, alors des paiements sur chaîne, sont extrêmement importants. Hein, parce qu'à un moment donné, cette infrastructure va être utilisée pour des échanges économiques. Et pour nous, bien sûr, c'est important que des standards sont créés. 2022 vraiment donne des définitions en termes des signaux et des échanges de l'information. Pour nous, chez Casper, on travaille beaucoup sur des marchés financiers, en fait. On a un projet dédié à ça qui s'appelle Nucleus Finance. Et dans le contexte de ce projet, on essaie de définir des contrats financiers qui peuvent être utilisés sur chaîne. Et pour nous, c'est ça l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est la définition des contrats financiers. Sauf avec ça, nous croyons, il est possible de vraiment faire évoluer DeFi dans un domaine ou dans un contexte qui va être beaucoup plus utilisé. D'accord. Donc finalement, ça permettrait de lier la finance traditionnelle avec la finance décentralisée. C'est ça un petit peu cette norme, enfin, de normer la finance décentralisée, c'est ça? C'est ça. Le but vraiment, c'est de l'adoption de blockchain dans des contextes traditionnels de finance va être possible avec ce standard que nous, chez Casper, on y croit. C'est ça. D'accord. Okay. Et du coup, c'est quoi ton avis sur les CBDC ou les monnaies numériques de banque centrale? Positif, négatif? Bon, c'est une question de philosophie, bien sûr. Si on est Bitcoin maximaliste, on n'a pas vraiment besoin de n'importe quelle banque centralisée. Mais comme j'ai dit, c'est important d'avoir des payment channels qui sont sur chaîne. Sinon, on ne peut pas vraiment réaliser la vision d'un monde décentralisé. Des CBDC sont importants parce que les États et les gouvernements, ils disparaissent pas immédiatement, peut-être jamais. Alors, c'est peu probable que des banques centralisées vont aussi disparaître. Alors, les CBDC, ils vont être présents. Ils vont aujourd'hui ou dans le futur, je dirais, ils vont en fait promouvoir l'utilisation des blockchains. Mais bien sûr, il y a toutes les questions philosophiques. Est-ce que my keys and my coins, qui est-ce qui possède les informations, qui est-ce qui voit my wallet, qui est-ce qui voit qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est des questions qui sont très importantes et qui ne sont pas encore résolues dans les projets de CBDC. Parce que ce qui peut faire peur aussi, c'est d'avoir de l'argent programmable. Du style, cet argent, vous pouvez l'utiliser uniquement pour faire, pour vos loisirs, et c'est tout. Et si vous ne l'utilisez pas dans les 6 mois, il disparaît. C'est possible aussi d'avoir ça. Donc c'est vrai que ça peut faire très peur. Après, j'ai eu une discussion avec une Chief Blockchain Officer il n'y a pas longtemps, qui me disait que finalement, en tout cas en France et en Europe, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la privacy et qui veulent vraiment recréer du cash digital. Et donc voilà, donc ça m'a un peu rassuré, c'était un peu nuancé, que finalement voilà, dans les médias, en tout cas les médias crypto, les CBDC, c'est un peu le diable, mais que finalement il fallait nuancer ce propos et qu'il y avait aussi des gens qui avaient envie aussi d'avoir de la décentralisation et qui avaient le même état d'esprit que on va dire les Bitcoin pas que les Bitcoin maximalistes, mais que les gens qui aiment la blockchain et qui souhaitaient aussi pas faire une CBDC pour traquer tout le monde et devenir un enfer centralisé. Donc voilà. C'est ça. C'est pour ça que les Zero Knowledge Proofs vont être extrêmement importants. Et bien sûr, nous, comme des vrais amateurs et bien sûr des supporters du open source, ça doit être tout open source. Tout le monde doit voir qu'est-ce qui se passe dans le code. Tout le monde doit être en courant qui est-ce qui fait quoi avec les outils informatiques. C'est pour ça que les Zero Knowledge Proofs sont tellement importants. Cool. Merci, donc c'est la fin de cette interview. Je sais pas, peut-être, est-ce que tu as une question pour moi ou pas? Est-ce que tu as envie de me poser quelque chose? Parce que moi, je t'ai posé beaucoup de questions, si tu veux en poser une.
Bon, bien sûr, en France et dans la francophonie, comment est-ce que leur communauté développe? Qu'est-ce qui vraiment est intéressant pour la communauté en France ou francophone? Alors, je sais pas, enfin, moi je suis pas développeur, donc après je sais pas si je pourrais répondre à ta question de manière globale, parce que je connais pas tout, mais je sais qu'il y a deux choses, enfin moi que je connais personnellement, qui se développent pas mal sur l'écosystème francophone, c'est la blockchain Tezos, donc avec Nomadic Labs, parce qu'ils ont une antenne à Paris, ils sont présents en Belgique, etc. Donc je sais que voilà, ils font plein d'événements à Paris et ils sont assez actifs. En tout cas, il y a pas mal de projets, je sais, qui sont basés à Paris, qui font appel à Tezos grâce à Nomadic Labs. Et aussi tout ce qui va être Starkware, Starknet, etc. Donc toutes les IK Rollups, parce que je sais que c'est pas mal aussi lié à la France. Donc voilà, je pense que c'est les deux initiatives pour moi dans le monde francophone qui résonnent avec moi. Et après, je suis basé à Paris, donc après peut-être qu'il y a dans d'autres villes, d'autres endroits francophones, il y a aussi la Belgique, la Suisse, le Canada, des pays d'Afrique. Donc je connais pas tout, mais c'est vrai qu'on va dire francophone en France, je dirais ces deux initiatives-là. Ok. C'est très important, c'est très intéressant parce que la France, j'ai toujours l'impression que il y a une très grande tradition des ingénieurs qui sont en France. Il y a tout cet aspect de industrie nucléaire et des grandes écoles et beaucoup de mathématiciens et mathématiciennes qui sont ici. Alors, j'ai vraiment l'espoir et l'expectation que la France contribue à ça et au futur des blockchains. En tout cas, à Paris, il y a énormément d'événements, et ça, je suis super heureux d'habiter à Paris pour ça. Par exemple, à la Paris Blockchain Week, il y a eu la Binance Blockchain Week aussi à Paris. Il y a l'événement aussi de Elrond, c'était les X-Day, c'était aussi à Paris. Donc il y a quand même énormément de choses qui se passent à Paris. Il y a le NFT Paris, la fin février, qui va rassembler tous les plus gros projets NFT, enfin Bored Ape, Azuki, je sais pas, mais il y aura Clonix. Enfin, il y aura des grandes personnes de chez Ledger, etc. Donc, il y a quand même un très grand engouement à Paris pour faire des événements et pour rassembler la communauté dans cette ville. Donc, en tout cas, voilà. Paris, moi, je suis content d'être ici, quoi. Excellent. Voilà. Super. Cool. Très bien. Ben, c'est la fin d'interview. Donc, merci beaucoup, Ralph. J'espère que vous en avez appris plus sur Casper. Moi, j'ai appris beaucoup plus, du coup, grâce à cette interview. Donc, voilà. Merci encore et à bientôt. Merci.